À part quatre surprises, et encore on a une division d'écart fréquemment, finalement il n'y en a pas beaucoup d'autres. Bon, j'en ai noté deux, mais du côté de la Bretagne et de la Loire, mais je laisse la parole quand même à Amidou. Oh, j'ai rien de particulier à dire, hein, parce qu'au final, il n'y a pas de surprise notable. Et puis, comme ça vient d'être dit, les équipes de division supérieure, ils tiennent leur rang. Maintenant, les championnats sont lancés, donc il ne devrait plus y avoir de surprise. Seulement, Est-ce que tu crois? oui, mais disons que c'est pas les tours qui nous, voilà, il y a les histoires de petits poussets et tout ça, ça intervient beaucoup plus tard en fait dans la compétition. Une fois que le grand public, quand les clubs pros vont rentrer dans la danse, et c'est là où vraiment on va voir les histoires de petits poussets qui vont commencer à naître. Mais à ce niveau-là, il y a pas trop d'intérêt à mon niveau. C'est vrai Intérêt que pour le grand public, hein. oui, oui, oui. Pour le cinquième tour, il y a l'entrée des clubs de National 1 au prochain tour, donc le 11 et 12 octobre prochain. Jordan, peut-être un petit commentaire sur ton match? On fait un bon début de match, très bon début de match même. Où on a largement la possession et je pense on est au-dessus. Malheureusement, dans les deux surfaces, on n'a pas été assez bon. C'est là où se passe le principal et on n'a pas été assez tranchant pour mener au score. Et sur un contre, on prend le 1-0 et on prend le 2-0 sur un corner avant la mi-temps. Au nombre d'occasions, ils ont été ultra efficaces, mais c'est le jeu de la Coupe de France. On revient à 2-1 en deuxième mi-temps et on n'a pas su passer un peu la deuxième pour revenir à 2-2 dans ce match-là. Dommage parce que je pense qu'il y avait la place largement dans le contenu qu'on a mis, mais quand on n'est pas performant dans les deux surfaces, c'est compliqué de gagner. Et comment ça se passe à l'occasion à l'occasion de matchs de Coupe de France? Est-ce que tu en profites pour faire tourner un petit peu l'effectif? Alors sur le mois de septembre, non, parce que c'est comme c'est une alternance championnat à coupe. Et puis en plus, on en reparlera sûrement après, mais moi j'ai un effectif qui a beaucoup changé. Donc on essaie de créer les automatismes. Et donc moi au mois de septembre, je les joue toujours comme des modes championnat. D'accord. Après, s'il y a des joueurs qui sont assez proches en termes de concurrence, ça peut permettre aussi de donner un peu de chance à un autre. Mais sinon, je reste d'essayer de rester sur un rythme de championnat, quoi. Donc je donne les deux surprises que j'ai notées, hein, mais peut-être il y en avait certainement d'autres. Suri Sporting Club départemental 4 a battu Espali Régional 1 au tir au but 4-3. 3 partout au temps réglementaire, donc ça c'était en Loire. Et en Bretagne, Saint-Agathon départemental 1 a battu Lannion 3-2. Lannion, équipe de National 3, donc en Bretagne. Donc, messieurs, peut-être un commentaire comme quoi tout arrive, hein. Toujours des surprises malgré tout en Coupe de France. T'as Nîmes aussi N2 qui s'est fait éliminer par une N3 dans leur région. Nîmes, hein, on parle bien de Nîmes Olympique. Ouais, Nîmes Olympique Sporting Club eux-mêmes, tout à fait. S'est fait éliminer dans sa région également. D'accord, Amidou? Après, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des régions où un peu, j'ai envie de dire, c'est des territoires lunatiques, où on peut avoir des équipes de faible niveau, un groupe de potes, des gens qui ont le niveau pour jouer à l'échelon supérieur, mais qui par confort, commodité, restent à côté de chez eux. Malheureusement, toi, tu arrives, tu as l'impression que parce que tu joues en RE, que tu vas te taper un petit club et tu tombes sur de vrais joueurs de foot. Exactement. Un peu comme le 78 à notre niveau ici, hein. Je pense qu'il peut le dire s'il a connu. Il y a des équipes de D4 de 78 qui sont très bonnes et vous avez des équipes de D1 voire de régionales qui sont très faibles. On ne sait pas comment ça se fait. En effet, on peut s'attendre encore à Moi, je pense, on peut s'attendre encore à des surprises dès le prochain tour avec l'entrée des clubs de National 1. Et attention à elle, il faut s'attendre à tout. Sur un match de foot, tout est possible. Donc, prochain tour, je le rappelle, 11 et 12 octobre. C'est terminé pour la page résultats. Merci, messieurs. On va basculer avec un coach tourné sur la possession. Le 100% football amateur, l'interview. Ce n'est pas Klopp, mais un de ses supporters. Nous avons le plaisir de recevoir en plateau le coach catovien Jordan Bory. Tout va bien, Jordan ?
Oui, ça va. Tant qu'on parle de foot, ça va. Alors oui, sache quand même que j'avais le choix entre Klopp et toi. J'ai priorisé Jordan Bory. Non, j'ai pas honte de le dire. Je le dis franchement, ouvertement. Jordan, première question quand même. Qu'est-ce qui t'a motivé à quitter ton ancien club pour rejoindre Chatou? Mon ancien club, c'est de l'année dernière, j'étais à l'AS Sermont, où j'étais coordinateur technique plutôt les seniors, sur le foot à 11, mais plus globalement sur les seniors. Donc on va dire que c'était plus une année de transition, parce que c'est toujours le terrain en tant que coach qui m'anime. Voilà. Mais Hermont, c'est ma ville. Ceux qui tiennent le club, c'est mes amis, donc j'ai toujours une attache particulière. Donc comme je n'avais pas de banc la saison dernière, c'était une bonne option pour essayer d'aider de faire avancer le club. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec Claude Ribeiro, qui avait l'équipe l'année dernière. Et ça s'est très très bien passé. Après, mon objectif a toujours été après de rebondir sur un banc de touche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, est-ce que tu as été surpris quand même de ne pas avoir d'opportunité après ces 3 belles années, c'est ça, oui, du côté de Saint-Brice? Alors j'ai eu quelques touches, mais après certaines un peu loin. D'accord. Voilà, après, avec une vie de famille, le travail, des fois, traverser l'île de France le soir, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'avais pas envie de prendre pour prendre. Quand je dis ça, c'est pas de dénigrer un club ou un autre, c'est plus sur les commodités autour du foot, parce que ça reste du foot amateur. Donc on a une vie à côté. Et voilà, donc c'était aussi un choix par rapport aux options que j'avais. Effectivement, j'aurais pu aussi avoir plus d'options, mais il n'y a pas beaucoup de bancs. Hein. Non, il n'y a pas beaucoup de bancs, en effet. C'est un peu dur pour tout le monde. Moi, j'aimerais... on va parler du présent et on parlera forcément du futur, mais j'aimerais qu'on parle un peu de ton passé, du côté de Saint-Brice. Qu'as-tu retenu de cette expérience? Est-ce que tu retiens uniquement les montées qui se sont jouées à pas grand-chose, les pleins pouvoirs, le fait que tu aies travaillé en duo, en binôme, en famille avec Jean-Paul Ded? Qu'est-ce que tu retiens? C'est un peu une globalité de tout ce que tu as dit. Déjà, la première chose, c'est qu'on m'a donné ma chance à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui auraient donné la chance quand j'ai commencé, j'avais 32 ans. Pas d'expérience senior, j'avais que des jeunes. Alors j'avais commencé à entraîner très tôt, donc j'avais une expérience de coach assez longue. Mais le monde des seniors, et surtout à ce niveau-là, c'est plus particulier. Donc déjà, c'est la première chose. Et on va dire j'ai eu de la chance parce que ça s'est bien passé dès le départ. Et j'ai fait 3 ans où je suis passé très proche de 2 ans de suite. La dernière, on a bien fini, mais on a été en difficulté au début de la 3e année. Et effectivement, là, j'ai aussi créé un très bon duo avec Jean-Paul, avec que je connaissais dans le club, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Et franchement, ça a même créé une amitié entre nous qui est durable, et pourquoi pas retravailler ensemble plus tard. Mais dans la globalité, et puis travailler dans un club où j'étais déjà depuis 7 ans quand même. Voilà, j'avais eu des jeunes, donc c'est un club que je connaissais bien. Mais tu avais vraiment carte blanche du côté de Saint-Brice? Carte blanche, il y a toujours un cadre, quoi. Mais franchement, c'était des conditions très agréables pour entraîner. Hein. On n'a pas à se plaindre à Saint-Brice en termes d'infrastructure, de moyens et d'environnement, on est quand même bien. On est bien. Avant de laisser la parole à Jérôme et à Midou, donc parlons du présent. Tu es du côté de Chatou. Quels étaient tes objectifs en arrivant? Peut-être, est-ce qu'ils ont changé lorsque tu es arrivé et aujourd'hui, fin septembre, ou ce sont les mêmes? Pour moi, c'est toujours les mêmes. Quand j'ai rencontré le président, la discussion que j'ai eue avec lui, c'était que pour avoir été en R1, j'ai vu les équipes qui descendaient de N3. Et c'est toujours très compliqué. Descendre de N3 en R1 pour les équipes d'Île-de-France, peut-être dans les autres régions, mais je les connais moins. C'est toujours très compliqué parce que c'est un championnat où il y a des caractéristiques un peu plus différentes, très athlétiques, on connaît l'Île-de-France. Malheureusement. Malheureusement, on va dire. Et il y a toujours beaucoup de départs quand il y a une descente. Donc pour moi, la priorité, c'était de stabiliser, on va dire ça, l'équipe. Après, on est des compétiteurs. Hein, s'il y a l'occasion d'aller jouer le haut tableau, pour l'instant, on n'a pas bien démarré, donc ça reste dans l'objectif de stabiliser le club des gens R1 et de voir sur les opportunités suivant comment ça prend dès cette saison ou permettre de mettre des bases pour une année suivante qui sera peut-être avec plus d'ambition. Donc ça serait presque une année de transition. Transition, oui, parce que quand l'effectif, il reste plus que 5 ou 6 joueurs de la saison précédente, forcément, ça prend du temps à reconstruire. 5-6 joueurs de la saison précédente, d'accord.
Je laisse la parole à Jérôme. Ouais, Jordan, déjà, moi, je suis très content que tu aies retrouvé un banc parce qu'on a eu la chance de. Je suis très content de l'avoir en face de toi. Bien sûr, on s'est souvent par message ces derniers temps, mais c'est vrai qu'on s'était pas vu depuis longtemps. On a bossé un peu ensemble à Saint-Brice, donc c'est plutôt sympa pour déjà de te voir et de savoir que tu as récupéré un banc. Sur le début de saison, on en a un peu parlé cet après, mais bon, en termes de résultats, c'est quand même un point important. C'est 3 défaites pour l'instant entre le championnat. Enfin, il y a une victoire en Coupe de France, une défaite hier en Coupe de France. Comment tu juges le championnat, ton démarrage de championnat, parce que c'est des courtes défaites à chaque fois, et qu'est-ce que tu as identifié comme manque sur le démarrage que tu vas pouvoir, à ton sens, corriger et permettre à l'équipe d'aller peut-être un peu mieux en termes de résultats, encore une fois, parce que je sais que toi, tu dissocies le jeu et le résultat. Malgré tout, dans ces championnats-là, on sait que le résultat est un facteur important. Ranger les points le plus rapidement possible. C'est ça. Forcément. Alors déjà, sur le championnat, ce qui me change par rapport à ça, c'est que je suis plus dans la même poule. On a une poule avec des équipes que je connais moins, voilà, parce que on va pas mal voyager, hein. On va beaucoup de l'autre côté de l'Île-de-France, mais d'un côté ça me permet aussi d'avoir une adversité un peu différente. Donc je connais moins les équipes, donc au moins on vient un peu à l'inconnu presque. À l'inconnu. Alors des fois c'est bien d'avoir des informations, mais des fois aussi quand on en a trop, des fois on se fait déjà les matchs à l'avance, donc avec des équipes en plus intéressantes, on a comme la réserve du PFC, la réserve de Fleury, donc je pense que c'est des équipes qui vont produire du jeu, donc c'est toujours intéressant. Après sur les résultats, effectivement, on a commencé avec 2 défaites en championnat. On avait fait victoire en Coupe Sur contre une bonne équipe de D1 en Coupe de France contre Bonneuil, où on avait réussi à gagner 1-0, mais c'est toujours pas évident à gagner. Et effectivement, comme dit Jérôme, on a perdu à chaque fois d'un but. Pour l'instant, ce qui est compliqué, c'est que déjà, comme je l'ai dit, on a reconstruit tout un effectif. Donc, faut que l'effectif prenne sur les principes de jeu qu'on met en place. Comme tu me connais, Farid, on essaie de produire du jeu, donc c'est pas toujours facile. C'est plus facile quand on vient et qu'on met des grandes balles devant, ça prend moins de temps. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, on a pas mal de petites blessures depuis le début. Forcément, on a récupéré 2 ou 3 joueurs libres, donc forcément des joueurs qui jouent pas pendant un an, des fois c'est un peu plus compliqué. On n'a pas de grosses blessures, mais on a toujours 2-3 joueurs qui devaient démarrer et qui sont blessés. Donc ça, à chaque fois, ça nous a obligés à tous les matchs, pour l'instant, on n'a jamais aligné la même équipe. Donc ça prend forcément, ça prend un peu plus de temps. Après, dans le contenu, on est beaucoup mieux. On avait fait un premier match où on a vraiment été bon contre Houille, contre Villejuif. On avait fait un match intéressant. Je pense qu'on a une défaite qui est très sévère. Et hier, on produit du jeu, mais on n'est pas efficace. Pour l'instant, je pense qu'il nous manque un peu de caractère. J'ai aussi pas mal de jeunes joueurs. Donc c'est aussi à prendre en compte, qui doivent prendre les réflexes un peu de ce niveau-là, avec un peu de vis. Et donc je dirais que pour l'instant on manque un peu de caractère, on est un peu gentil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là où il faut être décisif, c'est dans les 2 surfaces. Et c'est là qu'il faut avoir du caractère. Donc pour l'instant, dans le contenu, on est mieux entre 2. Mais il va falloir être plus tueur dans ces 2 surfaces pour prendre des points rapidement. Ça tombe bien, je laisse la parole à quelqu'un de caractère, Amidou. Oui, depuis tout à l'heure, on parle de résultats. Tu as dit que quand tu es arrivé, il y a eu des joueurs, tu as eu au moins 6 départs. Est-ce que tu as eu le temps, toi, de connaître l'effectif présent, et ensuite de profiler, de voir quels étaient tes besoins et à quel poste? Ou est-ce que comment ça s'est passé le recrutement? Tu as fait appel à des joueurs extérieurs? Tu as parlé de jeunesse, est-ce que c'est des jeunes du club? Quelle était ta réflexion pour constituer ton effectif? Et est-ce que tu as eu une discussion avec ta direction? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on l'a vu la saison dernière, on l'a vu que parfois le banc, on peut très vite être au moins mis sous pression. Quelle était ta réflexion en fait pour constituer ton effectif? Alors quand je suis arrivé, un peu compliqué de voir les joueurs parce qu'on était sur une fin de saison après une descente. Beaucoup avaient déjà la tête ailleurs, donc la rencontre s'est fait déjà beaucoup par téléphone. Après j'ai eu l'avantage, j'avais l'ancien coach Pedro, donc lui qui avait décidé d'arrêter après longtemps là-bas et avec qui j'avais une bonne entente parce qu'on s'était joué beaucoup en R1, donc il m'a donné un peu des infos. Après son but c'était pas non plus d'en donner trop pour que je me fasse aussi mon propre jugement. Je me suis beaucoup appuyé aussi sur le coach de la réserve qui est resté et qui était souvent au match, ainsi de suite. Plus après il y avait des joueurs que je connais, voilà, on a toujours des infos. Donc malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps pour les voir sur le terrain. Donc voilà, j'ai vu une séance où il n'y avait pas tous les joueurs parce qu'il y en a qui étaient déjà autre part. Donc on s'est basé un peu sur les, on va dire, les informations internes que j'avais pour créer le groupe déjà de joueurs qui restaient.
Et puis après, sur le reste de l'effectif, j'ai fait par rapport à déjà mon réseau. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, c'est que sur les 3 ans que j'ai fait à Saint-Brice, avec les joueurs, c'est souvent très très bien passé. Et c'est les meilleurs recruteurs. Ouais, les joueurs qu'on a, c'est les meilleurs recruteurs parce que quand ils diffusent une bonne réputation, c'est plus facile d'aller chercher certains joueurs. Donc j'ai récupéré beaucoup de joueurs comme ça. D'accord. Soit des joueurs que j'ai déjà eus, mais pas tant que ça. Mais j'ai récupéré beaucoup de joueurs qui connaissaient d'autres que j'ai déjà eus et qui sont venus vers moi d'eux-mêmes. Et puis après, on a aussi récupéré 2-3 jeunes du club. Malgré que en jeune, ça joue en niveau district, mais dans l'équipe réserve, il y avait 2-3 2006 de profils intéressants. Donc moi, j'aime bien avoir ces profils-là, parce qu'après, de manière, on ne peut pas avoir que des joueurs avec des CV longs comme le bras. Il faut aussi faire jouer les jeunes à un moment donné, ça prend plus de temps. Et parfois, il y a des bonnes surprises. Exactement. Avant de relaisser la parole à Jérôme, on l'a dit, tu es friand de possession. Comment tu comptes imposer ta philosophie de jeu dans ce nouveau club, dans ce nouveau groupe ? Comme je dis, ça prend beaucoup plus de temps, donc faut être patient parce que en même temps, il faut aussi faire avec les résultats. Et des fois, il faut être un peu plus pragmatique. Donc, on essaye de faire un peu entre les deux. Avec donc mon adjoint, c'est Papi Mavua, qui a été longtemps à Saint-Ouen en tant que joueur, ainsi de suite, donc qui a une grosse expérience. Mais concrètement, Jordan, est-ce que pendant les premières semaines, lorsque tu arrives, tu as fait beaucoup. Enfin bon, déjà, peut-être toutes tes séances sont basées avec le ballon, mais est-ce que tu t'es dit pendant les 3, 4, 5 premières semaines, je vais baser que des ateliers de ballon pour qu'il y ait des bonnes connexions entre les joueurs? Concrètement, comment tu as fait? Au niveau plus séance, en prépa, en plus mon préparateur physique, comme il n'était pas prévu qu'il reprenne avec moi, n'était pas là au début août, et je suis passé énormément par le jeu pour essayer d'intégrer tout de suite les principes de jeu. Donc on essaye de maximum de faire beaucoup de jeux. Après je fonctionne toujours comme ça dans tous les cas, donc c'est ma manière de travailler. Donc on essaie au fur et à mesure. Après, c'est pas facile parce que comme on a des joueurs qui ont eu des principes de jeu différents en jeunes ou en senior, c'est pas toujours facile, mais on restera là-dessus. D'accord. Voilà. En étant des fois un peu plus pragmatique parce qu'il faut aussi prendre des points et qu'on peut pas se mettre en danger tout le temps, mais je changerai pas ma philosophie pour gagner un match sur 10, parce que je pense que sur la durée, c'est ce qui me fera gagner. Exactement, mais je m'en doutais un petit peu. Donc je redonne la parole à Jérôme. Ouais, ma question, c'était un peu celle que Farid a posée, donc je vais la poser un peu différemment. Jordan, moi je te connais, effectivement, je sais que tu vas pas forcément déroger à tes principes, mais après 2 mois maintenant avec l'effectif, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que l'effectif en place est capable de mettre en place sur le terrain ce que toi tu préconises, ou tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas malgré tout devoir t'adapter, ou potentiellement peut-être changer à un moment donné de braquet parce que tu vas te rendre compte que ton effectif est peut-être pas soit réceptif, soit peut-être pas les qualités suffisantes pour mettre en place ce que toi tu veux. Et je sais que tu es un aficionados du jeu, mais comme tu l'as dit en fin de propos juste avant, le résultat malgré tout reste la priorité des priorités. Et est-ce que tu as déjà, entre guillemets, dans ta tête un plan B ou quelque chose qui va faire que va falloir peut-être voir un plan C réévoluer au cours de la saison, même si je préfère ton principe et ton plan A qui est de jouer le jeu avant le résultat presque, mais dans ce monde malheureusement on n'a pas trop le choix. C'est plus trop à l'ordre du jour. Déjà la première chose, c'est que je pense que quand je vais récupérer mes quelques blessés, parce que là-dedans j'ai un peu plus de joueurs d'expérience, donc ces joueurs-là sont importants pour imposer ces principes de jeu. Je pense qu'on sera un peu plus à l'aise, parce que les jeunes joueurs aussi, et forcément c'est une responsabilité de jouer, ça met plus de pression. Donc je pense que quand je vais récupérer ces joueurs-là, déjà on aura une base qui sera meilleure. Et puis oui, on a un plan B. Par exemple la dernière année à Saint-Brice, on avait fait évoluer un peu le jeu. En plus on avait un terrain qui était compliqué sur la deuxième partie de saison, donc on jouait un peu plus direct, on allait jouer plus dans le camp adverse. Donc j'aime la possession, mais j'aime aussi beaucoup la vitesse, la verticalité. Tu disais, j'aime bien le football allemand qui a un peu les caractéristiques. Donc on n'est pas non plus borné à foncer dans le mur si ça ne fonctionne pas. Mais on gardera les bases en apportant quelques petites touches qui nous permettront d'aller chercher des résultats. Amidou, une question ? Oui, dans ta philosophie, quelle part de liberté t'accordes aux joueurs ? Alors moi, je laisse surtout une grande part de liberté à mes offensifs. D'accord. Voilà, on travaille beaucoup sur des ressorties de balles pour tout ce qui est
la phase de construction. Mais sur les 30 derniers mètres, je laisse beaucoup de liberté à mes joueurs offensifs. Donc là-dessus, c'est là où, on va dire, c'est la partie de terrain où il y a le plus de liberté. Après, sur les autres parties du terrain, dans la phase de construction, on laisse de la liberté parce que je suis pas non plus un fan de travailler des cheminements où c'est robotique. A mais A, B, B mais A, C. On travaille des cheminements, mais là-dedans, il y a toujours beaucoup de liberté. Je considère que... En fait, je l'ai fait beaucoup en jeune, et je trouve qu'au final, on le retrouve très peu. Donc c'est bien de créer quelques automatismes, mais c'est mieux de créer des repères. En créant des repères sur le terrain par rapport à des situations, on retrouve plus souvent des situations de jeu, plutôt que des circuits sans adversaire qui représentent pas trop la réalité du jeu. Et tu dis que tu laisses beaucoup de liberté, mais c'est à la mode en ce moment de voir des attaquants qui défendent. Ouais. Et donc, quel est ton niveau d'exigence là-dessus? Parce que un joueur que tu vas dire, exprime-toi, fais-toi plaisir, façon de parler. Et est-ce que quand même il y a une contrainte derrière où c'est vraiment le bloc derrière et devant, on garde la fraîcheur pour... pas découper en deux quand même. Voilà. Ah non, ça sur... Alors déjà, je pense qu'à très haut niveau, c'est compliqué, mais il y a certains joueurs qui peuvent un peu plus se le permettre. Mais en championnat R1, pour moi, on a 11 joueurs, les 11 doivent défendre. Et puis ça se voit rapidement, des joueurs offensifs, s'ils ne défendent pas en R1, c'est vite. Surtout, ça concerne souvent les ailiers, les latéraux prennent vite le feu. Donc non, sur ça, je suis intransigeant. Ouais, t'as pas besoin de monter dans les tribunes pour voir comme Luis Enrique. J'ai beaucoup de travail en bas pour pouvoir monter en haut. Très bien. Avant de nouveau quand même de laisser la parole à Jérôme et à Midou, j'aimerais savoir aussi quelle place tu donnes aux anciens dans le vestiaire, dans ton processus qui est un peu de transition actuellement. Et est-ce que tu as toujours travaillé, comme deuxième question, est-ce que tu as toujours travaillé avec des anciens dans un vestiaire, car ça te semble important? Oui, souvent je crée un lien assez fort avec mes capitaines. Voilà. Après, je crée pas forcément de groupe. Je sais qu'il y a des coachs qui le font, et puis de manière, chacun sa méthode, qui crée un peu un groupe de cadres avec 4-5 personnes. Moi, je le crée pas factuellement, mais dans le relationnel, souvent déjà je choisis un capitaine avec qui souvent je parle beaucoup, et un ou deux joueurs. Après, je regarde pas forcément toujours l'âge. Après, forcément, la maturité apporte avec un peu plus de discussion, mais oui, j'ai toujours 2-3 relais. Là, j'ai un capitaine avec qui j'ai une très bonne relation, avec qui on échange beaucoup. Ce qui n'empêche pas d'avoir ces secrets de groupe, mais la discussion entre nous permet d'avoir un peu un ressenti sur le groupe, et c'est très important à ce niveau-là. Avant de laisser donc la parole à Jérôme et à Midou, qu'est-ce qui te motive le plus dans ce nouveau défi? Dans ce nouveau défi, je pense que je suis dans un environnement totalement différent. Je suis arrivé à Saint-Brice avec un club très ambitieux, avec, on va pas se mentir, des bons moyens. Là, on a moins de moyens et puis une équipe qui descend, donc on est dans une dynamique complètement inverse. Je reste un jeune coach sur ce monde-là. J'ai fait 3 ans de senior R1, donc pour moi, c'est, dans tous les cas, je ne sais pas si j'arriverai à relever le défi ou pas, mais ça sera une expérience qui m'apportera le plus. Moi, je pense qu'avant de faire Saint-Brice, par exemple, j'étais à Hermont en jeune, qui recréait le club, on repartait d'en bas, et j'avais été à Sanois juste avant, donc je suis passé du luxe où j'avais je sais pas combien de joueurs en détection, et je pense que toujours passer par des défis plus difficiles, ça crée une expérience et ça rend plus fort pour peut-être retrouver quelque chose de plus en plus ambitieux dans 10 ans, je sais pas combien de temps je ferai à Chatou, mais je te le souhaite. On te le souhaite autour de la Pour moi, c'est ça l'intérêt. Dernière question, Jérôme. Ouais, très rapidement, moi j'ai pas de doute sur le fait que tu réussisses. Je sais un peu comment tu travailles, et je pense que ça va prendre, et les gars vont adhérer. J'espère juste qu'on te laissera le temps de travailler simplement. Entre Jordan qui a commencé à Saint-Brice, il y a 3 ans, je parle du monde senior, et aujourd'hui tu parles d'aller peut-être encore un peu plus haut après. Sur quel aspect tu penses que tu dois encore progresser, toi, en tant que et forcément qu'éducateur? Je pense que notamment sur des niveaux plus hauts. Après, quand je dis niveau plus haut, ça peut être aussi le même niveau, mais avec des clubs qui vont peut-être avoir plus de moyens, plus d'ambition, ainsi de suite. Même si le Château est forcément ambitieux, parce qu'ils auraient bien retourné en N3. Et puis ils sont partis de chercher surtout. Oui. Donc ils sont ambitieux. Mais il y a notamment une gestion avec le staff, je pense. Voilà, j'apprends au fur et à mesure, parce qu'en jeune j'ai beaucoup fonctionné tout seul, et puis moi j'aime le terrain, donc pour l'instant je suis beaucoup sur les séances.
Mais je pense que ce côté un peu délégué, voilà, je le fais de plus en plus avec préparateur physique, adjoint. Ce côté-là, après toujours aussi dans le relationnel. Après, je pense qu'avec l'âge aussi, forcément, on prend un peu plus de maturité, mais je pense que c'est les deux côtés-là. Après, sur le côté technique et tout, on se forme toujours, on apprend, mais je pense que c'est surtout ces deux points-là. Déléguer et prendre un peu encore plus en maturité dans le relationnel et la gestion des événements. Dernière question d'Amidou. Oui, Jordan. Moi, j'ai vu que donc à Hermont, ton dernier passage, tu étais coordinateur sportif. Est-ce que ce poste que tu as occupé il t'aide aujourd'hui en tant que coach à prendre plus de hauteur par rapport aux émotions ou bien comment tu t'en sers en fait de cette expérience-là? Le coach Jordan, qu'est-ce qu'il en fait de cette expérience-là? Ça me sert parce qu'en plus, là, à Chatou, j'ai pas de directeur technique au-dessus de moi. Voilà, donc, je suis en relation directe avec le président. À Saint-Brieuc, j'avais un directeur technique et ainsi de suite. Donc, il y avait des intermédiaires. Donc là, j'ai plus de choses à gérer en plus du côté sportif, on va dire. Donc, ce côté d'être passé par coordinateur technique, même si à Hermont, j'étais beaucoup... je ne suis pas directeur technique, hein, j'étais beaucoup sur le terrain. J'avais des missions de terrain, c'est ce qui m'intéresse. Donc... Mais effectivement, d'avoir une globalité, de prendre toujours du recul, de ne pas être toujours dans l'émotion proche du banc, c'est toujours important parce qu'à Hermont, par exemple, quand on parlait de tribune, je me mettais souvent aussi dans la tribune, ça permet d'avoir un regard un peu plus extérieur et de toucher à plus de choses. Donc c'était une expérience intéressante que j'ai pas envie de faire pendant 10 ans. Un an, ça m'a suffi parce que j'aime trop le terrain, mais effectivement, ça m'a apporté sur de la globalité. Très bien. En tout cas, merci Jordan d'avoir répondu à toutes nos questions. Tu ne bouges pas. Et forcément, on te souhaite le meilleur en Régional 1. Un championnat qui est vraiment très très compliqué. On ne le dit pas assez souvent. Donc c'est terminé avec l'interview. On va pouvoir passer au coup de cœur avec un latéral gauche formé milieu offensif. Le 100% football amateur. Coup de cœur, coup de gueule. Et oui, latéral gauche formé milieu offensif. Nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Anis Elriti. Allô ? Oui, allô, bonjour. Bonjour Anis, comment vas-tu ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va se mettre à l'aise et on va rentrer tout doucement dans l'échange. Anis, il fait bon vivre à Châteauroux ? Ouais, aujourd'hui il fait très bon vivre. Franchement, aujourd'hui c'était une journée plutôt ensoleillée, donc ça met de la joie. Donc on travaille dans de bonnes conditions. C'est vrai, mais là où je voulais en venir, ça doit changer un petit peu entre la région parisienne et la berrichonne de Châteauroux. Ouais, aussi, on va dire que ici la vie elle est moins, on va pas dire stressante parce que Paris c'est ma ville de cœur et aujourd'hui les valeurs que j'ai eues c'est dû à tout ça, mais c'est sûr que c'est une ville beaucoup plus calme où entre guillemets tu peux être à 5 minutes de l'entraînement, t'as pas besoin d'anticiper 1 heure de bouchon. Et franchement, les conditions d'entraînement sont magnifiques. Donc, on prend plaisir à travailler tous les jours dans ce cadre-là et dans cette ville très, très paisible. Je me doute que ça change la vie. Comment, aujourd'hui, tu as 36 ans à Nice, comment ton expérience influence-t-elle ton rôle auprès des plus jeunes de l'équipe ? En fait, sincèrement, tout se fait naturellement. C'est des choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie. Moi, aujourd'hui, j'essaye, malgré mon âge, entre guillemets, dans le football, puisqu'on arrive à la fin, j'essaye de m'adapter aux jeunes et à ce qu'ils demandent. Et après, dû à cette crédibilité-là, je pense que les jeunes adhèrent et du coup, quand on leur parle, c'est un peu plus simple. Et après, il ne faut pas tricher, il faut être exemplaire. On essaye de l'être tout le temps dans le travail, dans l'état d'esprit. Et ça, c'est primordial, je pense, à mon âge, de donner ça aux plus jeunes. Aux plus jeunes, en effet. Est-ce que tu te sens responsable de guider tes coéquipiers sur et en dehors du terrain ? En fait, ça a toujours été naturel chez moi. En toute humilité, j'ai toujours voulu être chef de meute et j'ai jamais voulu être un mouton. Du coup, j'aime qu'on me donne des responsabilités comme ça parce que j'essaye d'amener les jeunes à leur meilleur niveau. Je sais qu'aujourd'hui, le football, et on le sait tous, c'est un sport très difficile. Et pour arriver au plus haut niveau, faut faire des sacrifices incroyables. Mais peu importe les divisions, je sais que chaque personne qui met le pied sur un carré vert a un rêve.
il est primordial pour lui d'y croire et de faire tout ce qu'il faut autour pour pouvoir le réaliser. Du coup, c'est ce que je leur dis aux jeunes. Je leur dis aujourd'hui, c'est bien de rêver, mais il faut agir, il faut faire plus que les autres, parce qu'il y en a certains on leur a donné cette chance-là, et à d'autres, va falloir faire un peu plus pour pouvoir kiffer de ce métier, quoi. En effet. Rentrons peut-être dans le vestiaire à Nice. Je pense, hein, dans une carrière, il y a des hauts et des bas, il y a des coups il y a des prises de bec, des tensions dans un vestiaire. Comment tu gères ces moments dans une saison dans le vestiaire? Bon, en fait, ils se gèrent naturellement, hein, parce que dans le football, en fait, ceux qui sont déterminés à réussir, à atteindre des objectifs élevés, eh ben, ils travaillent toute la saison pour ça. Et malgré certains moments où il y a de la frustration chez certains joueurs qui peut-être jouent moins, qui ont un statut, ces joueurs-là, en fait, faut amener beaucoup de pédagogie. Il faut leur faire comprendre que peut-être on attend plus d'eux, peut-être qu'à un moment donné, en dehors du terrain, c'est pas l'exemple qu'il faut donner. Peut-être que sur le terrain, ils courent un peu moins. Du coup, selon le projet du coach ou le projet de jeu, ça colle pas. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Oui, mais Anis, tu es d'accord, je pense que je te l'apprends pas. La nouvelle génération, elle est pressée, elle est plus ambitieuse, je pense, qu'à tes débuts. Le discours est forcément différent auprès d'eux. Ouais, c'est sûr que la nouvelle génération aujourd'hui, par rapport au monde dans lequel on vit, c'est sûr qu'elle est impatiente, parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'on dise à un jeune t'es trop fort, ou même les agents aujourd'hui qui, dès leur plus jeune âge, leur disent t'es trop fort, tu vas réussir. Du coup, toi, quand tu arrives avec ton expérience, où ils te voient que tu as joué, on va dire, en national, même CFA, qui est un très bon niveau, exactement, ou Ligue 2, il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, j'ai envie d'aller en Ligue 1, de jouer avec des champions. Mon agent, tout le temps, il me dit ça. Mes potes, ils me disent que je suis le meilleur. Et lui, il est là à me dire, ouais, faut que je patiente, j'ai pas encore le niveau. Et c'est ça le plus dur, en fait. C'est de faire switcher un jeune dans la bonne case. En fait, lui dire, mon gars, t'as le potentiel pour aller au plus haut niveau, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il va falloir faire beaucoup pour y arriver. Si tu continues comme ça, avec tout le respect que j'ai pour la division amateur mais tu seras un joueur de DH, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais je lui dis, là où ton rêve c'était la Ligue 1, tu vas descendre de 5 divisions. Et là, ça va te faire tout drôle. Quand tu vas prendre ton linge, tu vas aller le laver, que tu vas t'entraîner sur des terrains des fois où c'est pas forcément des galettes. Parfois, il n'y a pas de douche. Week-end, des fois, il n'y a pas de douche. Et le week-end, tu viens directement avec ta voiture. Tu viens avec ta voiture, tu viens au match, tu te prends une raclée, tu repars avec ta voiture énervé. Tout ça, les jeunes, ils sont pas prêts pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a un échec en centre de formation U19, ça passe pas, ou que les mecs, à un moment donné, en N2, en N1, ça passe pas, les mecs, ils sont pas prêts pour tout en bas. Donc, ils préfèrent arrêter, se reconvertir dans un autre truc, parce que c'est très dur. C'est très, très dur. Le football, c'est un sport qui est très, très difficile. En effet, avant de laisser la parole à Jérôme et à Midou, j'aimerais quand même continuer, si tu veux bien, à rester dans le vestiaire. Tu as fait de nombreux clubs et des grands clubs. Est-ce qu'on peut le savoir maintenant à Nice? Est-ce que il y a eu dans un club un vestiaire un peu plus compliqué qu'un autre? Sincèrement, chaque saison, elle ne se ressemble pas et chaque vestiaire est différent. Moi, j'ai connu des vestiaires. Tu vas faire de la politique plus tard à Nice. Hein. Non, pas du tout. Je suis même pas dans ce domaine-là. C'est que, sincèrement, chaque vestiaire, selon l'ambiance du classement, bien sûr, selon tout ça, change beaucoup. Moi, j'ai fait pas mal de vestiaires, mais il y a des vestiaires sur lesquels je vais jamais oublier, parce que c'est des moments que j'ai vécu avec certains mecs que j'oublierai jamais. Lequel, par exemple? Le Red Star? Au Red Star, à Épinal, par exemple. C'est des clubs qui dans ce vestiaire-là, je me sentais vraiment... Comme à la maison. Après, ouais, comme à la maison, en vrai. En vrai, comme à la maison. Après, je suis resté pas mal de temps au Red Star, donc les choses, elles se sont construites naturellement. En arrivant à Épinal, il y avait 18 nouveaux joueurs. Ça fait qu'on a construit quelque chose. Là, à Châteauroux, ça ressemble un peu à ça.
À Versailles, il y avait des super mecs. Franchement, j'ai passé 6 mois incroyables, mais le temps, il était tellement court. Et surtout, on avait un objectif tellement élevé qui était de maintenir un club qui a des ambitions extraordinaires. Du coup, on ne pouvait pas savourer pleinement le vestiaire. On était obligé de travailler plus que les autres. Et voilà, après, il y a des vestiaires aussi à Marseille-Consolat, où voilà, sincèrement, on dirait que j'étais chez moi. C'est moi. C'est pour ça, Je me doute, mais je suis pas étonné à Nice. Ouais, non, sincèrement, j'ai eu la chance dans ma vie, j'ai eu la chance de connaître de très bons vestiaires. D'accord. Sincèrement, j'ai eu la chance de connaître de très bons vestiaires. Après, à Chambly aussi, il y avait l'esprit famille, on était en Ligue 2, on découvrait tous ce que c'est le championnat. Du coup, on s'est serré les coudes tous ensemble et franchement, il y en a pas un où je me suis dit, oh punaise, c'est quoi, c'est ça le foot ou quoi? Parce que, on va dire, dans mon bonheur, j'ai réussi à venir avec un certain statut et être mis à l'écoute. Et vu ma mentalité, j'ai essayé de l'imposer. Moi, je pense qu'il faut qu'on se tire tous les uns vers les autres et que l'égoïste, en fait, dans le football, il réussit pas. Ça veut dire qu'il vaut mieux qu'on fasse une chaîne et qu'aucun maillon pète, qu'à un moment donné, on se disperse chacun de son côté et au final, on s'effondre, quoi. Exactement. Je donne la parole à Jérôme. Anis, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Châteauroux, c'est un peu un club qui est un peu dans l'instabilité depuis quelques saisons, soit pour des raisons sportives ou administratives. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'on t'a vendu, entre guillemets, comme projet quand t'es arrivé. Et puis finalement, on se rend compte que je ne sais pas trop si l'effectif a été bâti au départ pour la N2 et finalement, on s'est rabattu sur des profils plus N1. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes 7e et finalement, pour le moment, ça semble prendre? Sincèrement, en toute honnêteté, j'ai eu un directeur sportif qui a été super honnête avec moi, qui a été sincère, qui m'a expliqué les tenants, les aboutissants, et après qui m'a invité à venir voir le club déjà comme il était. Au-delà du financier, au-delà de tout ça pour le moment. Et surtout, il m'a dit, à Nice, il faut se préparer. Soit N2, mais probablement N1. Moi, à mon âge, je recherche quoi? Je recherche de bonnes infrastructures, un club avec une salle de muscule, pour la récup bain froid. En fait, je cherche un club qui va rendre mes performances meilleures par tout ce qui se passe autour. Du coup, je me suis dit, bon, si je suis en N2 à Nice et que j'ai un contexte qui est favorable à ma performance, on y va. Et si c'est en N1, chapeau. Ça, c'est juste l'aspect sportif. Ça, c'est l'aspect sportif. Après, pour ce qui est l'aspect financier, comme vous avez dit, on savait que c'était plus le Châteauroux des années précédentes. Mais moi, aujourd'hui, je me suis dit, le projet vaut le coup. Financièrement, tu vas peut-être faire certaines concessions, mais ça vaut le coup. Du coup, quand j'arrive au club, moi, je vois un club incroyable. Je vois un vestiaire magnifique, salle de muscu incroyable, salle de soins, bain froid, sauna, on s'entraîne sur des galettes. Le stade où tu joues, ça a été l'une des meilleures pelouses pendant plusieurs années, que ce soit en Ligue 2 ou en National. Donc je me dis, bon, à Nice, c'est quoi que tu recherches aujourd'hui? C'est exactement ça en fait. Et du coup, malgré, comme tu dis, les dires qu'il y avait par exemple l'an passé ou il y a 2 ans, en fait, tu as un directeur sportif et un président qui se sont pris dans les bras, entre guillemets, et qui se sont dit, on va tout faire pour sauver ce club-là, et on va essayer de le rendre où est-ce qu'il était. Ouais, c'est sûr que ça peut aider, d'avoir le même discours. Du coup, franchement, ils sont partis dans un truc où, on est ensemble, on va aller jusqu'au bout, et on voit ce que ça donne. Et au final, ils recrutent, et plus la N1 plus la N1 approche, plus les profils de joueurs augmentent, entre guillemets. Oui, plus tu prends des cadors de national, et aujourd'hui, pourquoi on est 7e? Parce que tu prends un coach qui aujourd'hui a une identité de jeu, qui a fait du bon travail avec Jura Sud, et qui aujourd'hui, comme nous, comme les jeunes qui à la base venaient pour la N2, ils sont en N1, ils n'ont rien à perdre en fait. Ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à donner, tout à prouver. C'est vrai. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la force. Je pense que c'est ça la force. On a un groupe qui travaille, mais surtout,
qui n'oublient pas qu'à la base, quand on est venu à la prépa, bah, on était en N2. On allait batailler avec des clubs légendaires, peut-être comme Bordeaux, ou peut-être dans des autres poules, mais la réalité, elle est là, en fait. À Nice, je donne la parole à Amidou. Oui, bonsoir Anis. Bonsoir, Amidou. Déjà, plusieurs choses. La première, c'est au niveau de ton âge. Moi, je trouve que les joueurs aujourd'hui, à différents niveaux, qu'ils ont la trentaine bien mûre, ça a tendance à se banaliser. Et je vois aussi que vous prenez tous en compte l'aspect récupération. Donc, votre corps, c'est votre outil de travail. Et on voit que l'accent est très bien mis dessus. Après, j'ai vu que tu as fait pas mal, tu as un parcours où tu as fait pas mal de clubs. Et tu dis à chaque fois, le vestiaire, ça s'est toujours bien passé. Je pense que ça doit être aussi le reflet de ta personnalité. Mais pour revenir à Châteauroux, tu parles de l'effectif. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, comme tu es en mode chef de meute, est-ce que l'effectif de Châteauroux, c'est un groupe, un gang pour faire un braquage au niveau du championnat? Bon d'organiser. Voilà, tant qu'à faire. Est-ce que c'est vraiment faire un coup ou est-ce que l'effectif a été bâti pour s'inscrire dans la durée? Bon, en fait, c'est ce que j'ai expliqué. En fait, tu as bien résumé la chose. Déjà, aujourd'hui, comme tu dis, quand on arrive à la trentaine, c'est de plus en plus dur de trouver un club. Il faut trouver des personnes qui voient la personne, d'abord l'humain que tu es avant le footballeur. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, il te faut 1, 2, 3 mecs d'expérience qui peuvent te conditionner un groupe. C'est pas la honte, moi, c'est ce que je veux dire au club. C'est pas la honte aujourd'hui de prendre, entre guillemets, un mec âgé de 34, 35, 36, parce que la finalité, c'est que quand tu feras appel à lui, il répondra présent, et surtout, quand il y aura des secousses, ce sera le premier à taper sur la table pour dire, hey, les gars, parce que lui, il avait vu avant, il a anticipé les choses. Donc moi, je pense qu'il faut toujours des mecs comme ça, mais des mecs qui viennent pas, entre guillemets, en vacances. Des mecs qui veulent vraiment inculquer des vraies valeurs à la future génération, des mecs qui travaillent, des mecs qui veulent durer. Et après, peu importe ce qui se passe, ce sera toujours très beau de finir à 34, 35, 36, parce que voilà, le foot d'aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent en bombe, et du à cet âge-là, c'est déjà très bien. Mais après, pour ce qui est de... Franchement, il n'y a pas de braquage en bande organisée pour le moment, sincèrement. On apprend tous ensemble à connaître ce championnat-là. Après, on va prendre ce qu'il faut semaine par semaine, match par match. On n'est pas dans un objectif de se voir à un mois précis ou quoi. On est là semaine par semaine, on bosse, on visualise, on analyse tout l'adversaire pour voir quelles sont ses failles. On joue, on essaye de répondre à ce que nous demande le coach. Et quand ça marche comme ça, bah, on est les plus heureux. Après, il y a des gros cadors dans le championnat, même si Châteauroux, faut pas oublier, parce que les gens, dû à un peu l'instabilité, comme on dit, financière et tout ça, bah, pensent que c'est un club qui a perdu de son standing, mais pas du tout. Châteauroux, aujourd'hui, c'est toujours une institution. C'est un des clubs qui a le plus de matchs en Ligue 2. C'est quelque chose qui est respectable. Et du coup, aujourd'hui, il a toujours fait partie des cadors, de par le nom, de par les joueurs qui sont passés par là. Après, certes, c'est pas le même budget qu'aujourd'hui un club comme Valenciennes, qu'un club comme Rouen, qu'un club comme Dijon, qu'un club comme Versailles ou qu'un club comme Sochaux. Aujourd'hui, au niveau du budget, il y a des cadors. Et aujourd'hui, ils ont certaines individualités qui font qu'ils peuvent leur faire gagner un match. Nous, on est un groupe, on est une équipe. On apprend à se connaître et collectivement, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, va se dégager quelque chose de très puissant. En toute humilité. Maintenant, j'espère que je ne me tromperai pas, mais voilà. On te rappellera d'ici là, Anis, pour faire Avec le point. plaisir, je serai toujours dispo. La vérité, Je sais. avec grand plaisir. Tu l'as dit, enfin bon, je l'ai dit, je l'ai rappelé. Tu as 36 ans. Est-ce que à cet âge-là, on apprend encore quelque chose sur le terrain? Énormément. Sincèrement, encore ce matin, à la séance, j'ai appris encore des choses. C'est pour ça que, au final, quand il y a un coach qui est passionné, avec son staff qui est derrière, eh ben, on apprend plein de choses. Encore aujourd'hui, ce matin, j'ai appris des choses qui vont me permettre d'être meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui est magique, en fait. C'est quelque chose qui est incroyable. Exactement. C'est pour ça que c'est bien, franchement, non, c'est bien.
Je redonne la parole à Jérôme. Avec plaisir. Du coup, Anis, sur ce que tu vois depuis que tu arrives à Châteauroux, est-ce que tu te projettes encore sur quelques années, malgré ton âge après... Une dizaine d'années. Quelques années, hein, à Nice sans te manquer de respect, à Non, quelques non, années. bien Est-ce que, sûr, bien sûr, est-ce que bien tu sûr. penses que tu peux encore te projeter, si ton corps te le permet, bien entendu, au regard de ce que tu peux voir depuis que tu es arrivé et de la confiance que le club semble t'accorder? Oui, sincèrement et honnêtement, je pense que si je continue à travailler comme ça et que je suis en bonne santé, eh ben, je peux encore durer quelques années. En tout cas, je le souhaite. Parce Et nous qu'à un aussi. moment donné, je me suis dit peut-être que le football allait me rattraper et me dire, bon, à Nice, ça allait être compliqué. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je ressens. Pour l'instant, ce que je ressens, c'est que j'ai encore la lueur dans le cœur de me dire à Nice, tu peux aller encore chercher. Peu importe le niveau, hein, peut-être que j'espère à Châteauroux. Si jamais c'est pas à Châteauroux, bah, j'espère donner de tout ce que j'ai à un autre club dans les années à venir. On ne sait jamais. Mais franchement, aujourd'hui, oui, je suis prêt à vous dire que si je suis en condition, bah, je peux encore jouer quelques années. Oui, je le pense aussi, Anis. Je le disais en intro, tu étais milieu offensif. Tu es devenu latéral gauche. Exactement, en fait, j'étais milieu offensif quand j'arrive à Marseille Consola. Et puis un jour, pénurie de latéral gauche. Et puis le coach, qui était à l'époque Bernard Bougère, qui était à Fleury, qui était, je crois, à Saint-Maur aussi, si je ne me trompe pas. Et ben, il me dit, Anis, voilà, je pense que tu peux faire un bon match latéral gauche. Et c'était contre Cannes, premier du classement. Je dis, ok, pas de problème. Moi, de toute façon, comme les gens me connaissent, je suis un soldat, même tu me mets gardien de but, je vais y aller. Parce que voilà, c'est. Et il me dit, ok. Et je fais le match. Et incroyable. Je marque mon premier but. Et je fais un super match. Et après, franchement, il m'a dit, bah alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Et moi, sur le moment, j'ai bien aimé. J'ai fini la saison comme ça. Et puis l'année d'après, bah, j'étais plus considéré comme un milieu offensif, mais comme latéral. D'accord. Et du coup, je pense que si je bifurque pas à latéral, je pense pas faire la carrière que j'ai fait là. C'est ça, en effet. En effet, donc tu peux le remercier, ce coach. Ouais, non, franchement, ça a été un bon choix de sa part. Et de toute façon, à chaque fois que je le vois, je le remercie. Donc, il le sait. Et s'il nous entend, bah, merci encore. En tout cas, oui, tu fais partie de cette nouvelle génération, de ces défenseurs latéraux assez offensifs qui permettent de voir des matchs assez ouverts. Merci Anis pour être passé au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. Franchement, merci énormément. Ce fut un plaisir. Et si jamais, franchement, vous avez d'autres questions ou par exemple d'autres sujets à traiter, sachez que vous pouvez m'appeler, je serai toujours disponible. Je le sais et j'espère, si tu es de passage dans les prochaines semaines ou prochains mois en région parisienne, tu es le bienvenu également en plateau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Farid. Merci. Merci Anis, à très bientôt. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne fin de journée, pardon. Voilà, c'est terminé. Donc on avait Anis El-Riti en direct de Châteauroux. C'est pas très loin, mais voilà, on a pu échanger sur son parcours. C'était très intéressant, messieurs. L'émission passe très très vite, comme vous le savez. Pour terminer, clôturer cette émission, on fait un dernier tour de table. Jérôme, merci d'être passé. Bah merci Farid, toujours un plaisir, comme tu l'as dit, malheureusement un petit peu court. Et oui, le temps passe vite. Il y a des sujets intéressants et des personnes très intéressantes à mieux connaître. Amidou également, merci d'être passé. Merci à toi et très bonne émission avec des passionnés en tant que coach, en tant que joueur. Très bon discours. À chaque fois, c'est la même chose. On est dans le monde amateur et la passion prime. Exactement. Pourvu que ça dure. Et pourvu que ça dure, et ça tombe bien. Le mot de la fin est pour Jordan Bory. Merci à toi Farid de m'inviter pour la deuxième fois. C'est toujours un plaisir de venir, donc on répond toujours positivement pour venir. C'est toujours un exercice qui est intéressant, parce que dans le monde amateur, on n'a pas forcément l'habitude de tout le temps le faire. Et puis je te souhaite que l'émission perdure et même se développe encore plus. Exactement, c'est gentil. J'espère que la prochaine fois que je te recevrai, ça sera pour un titre ou pour un nouveau club, mais en tout cas, ou en national. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Il est 19h, bientôt 56. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Donc merci à Anis qu'on a eu au téléphone. Merci à tous les trois. Merci
pour la technique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao!